Ce discours de l'intempérance a évidemment une signification idéologique. L'Assommoir, avec 145 000 exemplaires tirés à la mort de Zola, fut un succès considérable. Si on le trouve dans les bibliothèques d'associations ouvrières, ses lecteurs furent aussi bourgeois et petits bourgeois. Certains voient en Zola un communard, mais d'autres retiennent surtout la leçon de la préface. Au bout de l'ivrognerie et de la fainéantise, écrit Zola, il y a le relâchement des liens de la famille, les ordures de la promiscuité, l'oubli progressif des sentiments honnêtes, puis, comme dénouement, la honte et la mort. C'est de la morale en action, simplement. Zola a beau faire la place du milieu dans cette démoralisation des classes pauvres, il n'en impute pas moins à Gervaise la responsabilité de sa situation. Lantier ayant hérité 1700 francs de sa mère, le ménage aurait pu faire prospérer son petit capital au lieu de le dilapider dans la dépense absolue de la fête. Il fallait, en arrivant à Paris, au lieu de manger ton argent, nous établir tout de suite, lui dira-t-elle. La réponse de Lantier est accablante. Dis donc, t'as croqué le magot avec moi? Ça ne te va pas aujourd'hui de cracher sur les bons morceaux? Quelques pages plus loin, elle l'avouera à Madame Boche. Nous sommes descendus à l'hôtel Montmartre, rue Montmartre, et ça a été des dîners, des voitures, le théâtre, une montre pour lui, une robe de soie pour moi, si bien qu'au bout de 2 mois, nous nous étions nettoyés. Abandonnée par Lantier, Gervaise reproduira avec Coupeau le même scénario. Blanchisseuse de fin, elle gagne de 3 à 4 francs par jour. Coupeau gagne 5 francs comme zingueur, moins que le forgeron Gouget qui gagne jusqu'à 12 francs, mais suffisamment en tout cas pour sortir de la misère. En 3 ans, le ménage, malgré la charge des 2 enfants, plaçait des 20 francs et des 30 francs chaque mois à la caisse d'épargne. Quand leurs économies atteignirent la somme de 600 francs, la jeune femme ne dormit plus. Elle voulait s'établir, louer une petite boutique, prendre à son tour des ouvrières. Et c'est bien la gueulardise qui va la conduire à la ruine. La fête de loi, pivot du roman, est à la fois la preuve d'une ascension sociale possible et le début de la déchéance. Personne de la société ne se souvenait de s'être jamais collé une pareille indigestion sur la conscience. Gervaise, énorme, tassée sur les coudes, mangeait de gros morceaux de blanc, ne parlant pas, de peur de perdre une bouchée. Et elle était seulement un peu honteuse devant Gouget, ennuyée de se montrer ainsi, gloutonne comme une chatte. Gouget, d'ailleurs, s'emplissait trop lui-même à l'avoir toute rose de nourriture. Les Lorilleux passaient leur rage sur le rôti. Ils en prenaient pour 3 jours. Ils auraient englouti le plat, la table et la boutique, afin de ruiner la Bamban d'un coup. Ah nom de Dieu! Oui, on s'enflanqua une passe. Vrai, on voyait les bedons se gonfler à mesure. Ils pétaient dans leur peau, les sacrés goinfres. La bouche ouverte, le menton barbouillé de graisse, ils avaient des faces pareilles à des derrières, et si rouges qu'on aurait dit des derrières de gens riches. Toute la scène est placée sous le signe de l'oralité. Pour Zola, qui a lu la physiologie des passions de Le Tourneau, l'évolution des peuples est parallèle à celle des individus. Si les peuples adultes accèdent à la période intellectuelle, à l'âge positif des sciences et des techniques, d'autres, comme les Esquimaux, s'attardent dans l'enfance de la période nutritive. Il est donc de la plus haute importance que le point culminant de l'Assommoir présente le peuple entièrement occupé à manger et à boire. Gervaise appartient d'ailleurs à la branche Macquart, dont le nom cache à peine celui de Machard, auquel Zola avait d'abord pensé. Mais la véritable infirmité de Gervaise est la faiblesse de sa volonté. Pour Le Tourneau, les êtres les moins évolués, comme les enfants ou les primitifs, sont perméables au monde dont ils reçoivent les impressions. Seul l'adulte civilisé, homme cela s'entend, sait faire preuve de la volonté qui suppose le faisceau complet des facultés et en particulier le plein développement de la raison. L'enfant, le fou, le primitif, telles sont donc les 3 modalités d'une évolution inachevée. Bien des scènes évoquant un état proche de la folie s'accompagnent significativement de régressions infantiles dans l'Assommoir. C'est Gervaise fait sans Virginie au son d'une comptine enfantine. C'est Bijard assommant Laly au cri de hop hop adada
ou Coupeau bégayant dans son ivresse qu'il n'a pas dodo. Le portrait du zingueur, avec ses dents blanches, le nez légèrement écrasé, sa grosse chevelure frisée se tenant tout debout, ressemble d'ailleurs à celui de l'Aztèque exhibé à l'hippodrome en 1855 et publié dans La Nature en 1875. Et c'est la bête qui se profile derrière le primitif. Le museau de Coupeau, sa face de chien joyeux et bon enfant, son adresse et son effronterie de singe sont tout droit sortis de l'expression des émotions chez l'homme et les animaux de Darwin, traduit en 1874. Gervaise et Coupeau sont encore trop peu évolués pour résister à leur milieu. Gervaise, dit Zola, c'est un peu la bête qui songe à la niche et à la pâtée. Elle sait bien d'ailleurs qu'elle ne peut rien attendre d'elle-même. On avait tort de lui croire une grosse volonté. Elle était très faible, au contraire. Elle se comparait à un sou lancé en l'air, retombant pile ou face, selon les hasards du pavé. L'animalité des personnages se lit jusque dans leurs noms. Madame Poisson, Madame le Rat, Madame Putois symbolisent l'atavisme qui relie l'homme à la bête, sans oublier cet animal de boche, ni sa femme, qui se mettrait à quatre pattes dans un pré pour brouter des têtes de romaines. Autre caractéristique des peuples primitifs pour le Tourneau, l'hermaphrodisme. Les femmes du peuple sont viriles, comme les femmes sauvages. C'est ce que l'on observe chez Madame le Rat, dont les épaules de gendarme démentent la féminité, et même chez le forgeron Gouget, qui, malgré sa barbe fournie, a des airs de fille. Les hommes et les femmes du peuple chez Zola sont un peu des anachronismes vivants, des souvenirs attardés de l'évolution. Zola assimile enfin intempérance ouvrière et socialisme. Il oppose Gouget, l'ouvrier modèle, républicain sagement, au nom de la justice et du bonheur de tous, et le républicain revanchard et jouisseur, qui ne cherche dans les révolutions que l'occasion de piller la cave des riches. L'Entier s'occupe beaucoup de politique, dit Coupeau. Il veut l'égalité des salaires, la répartition des bénéfices, la glorification du prolétariat. Mais son comportement discrédite ses phrases creuses. Souviens-toi que le producteur n'est pas un esclave, mais que quiconque n'est pas producteur est un frelon, dit-il à Étienne alors qu'il vit au crochet de Gervaise. Derrière le socialisme, Zola voit enfin se profiler le spectre de la terreur. Mais Bott, qui regardait son jeu, donnait un coup de poing triomphant sur la table. Il faisait 93. J'ai la révolution, cria-t-il, et je joue en 1 de la République 93.